Oh. And Ratzenberger's had a heavy shunt indeed. La Formule 1, depuis toujours symbole de vitesse, de gloire et de dépassement humain, fascine des millions de spectateurs à travers le monde. Quand les moteurs hurlent, que les pneus crissent et que les pilotes s'élancent sur les circuits les plus rapides de la planète, c'est un spectacle hypnotisant, une lutte entre l'homme et la machine, entre le courage et la peur. Mais derrière les drapeaux à damier et les célébrations au champagne se cache une réalité bien plus sombre, celle d'un sport où la mort n'est jamais très loin. Depuis la création du championnat du monde en 1950, plus de 40 pilotes ont perdu la vie lors de week-ends de Grand Prix. Certains noms ont disparu dans l'oubli, effacés par le temps et par le bruit des victoires. Mais d'autres tragédies, trop violentes, trop choquantes, se sont gravées à jamais dans la mémoire collective. Ce sont des instants où le rêve d'un podium s'est transformé en cauchemar irréversible. Chaque époque de la Formule 1 a eu ses héros et ses martyrs. Dans les années 1970, la technologie avançait plus vite que la sécurité et chaque départ ressemblait à une roulette russe. Dans les années 1980, la passion et la rivalité entre équipiers pouvaient se solder par une erreur fatale. Et même dans les années 1990, à une époque où l'on croyait le danger mieux maîtrisé, deux drames successifs allaient rappeler brutalement la fragilité de la vie derrière un volant de fun. Pourquoi la fascination reste-t-elle intacte, alors que chacun sait qu'un simple défaut mécanique, une erreur de pilotage ou un hasard cruel peuvent tout faire basculer? Peut-être parce que la Formule 1 incarne cette frontière ténue entre la grandeur et la tragédie, entre le triomphe et le silence éternel. Les fans le savent, chaque course est un pari contre le destin. Dans ce documentaire, nous allons revenir sur 5 des accidents les plus dévastateurs de l'histoire de la Formule 1. 5 histoires différentes, mais unies par un même fil rouge, la passion poussée à l'extrême, la volonté de ne jamais lever le pied et le prix impitoyable payé pour quelques dixièmes de seconde. Ayrton Senna, Tom Pryce, Roland Ratzenberger, Gilles Villeneuve et Jochen Rindt. 5 noms qui résonnent encore aujourd'hui comme autant de symboles de courage et de sacrifice. Leurs destins tragiques n'ont pas seulement marqué les esprits. Ils ont aussi changé la Formule 1 pour toujours, en forçant la discipline à évoluer, à renforcer ses règles de sécurité et à protéger davantage ceux qui osent défier les limites. Car si la Formule 1 est l'essence même du triomphe, elle est aussi un mémorial permanent des heures les plus sombres du sport automobile. C'est dans ces tragédies que se révèle toute la vérité. Entre la gloire et le drame, il n'y a parfois qu'un battement de cœur. Le 1er mai 1994 restera à jamais comme l'un des jours les plus sombres de l'histoire de la Formule 1. Le Grand Prix de Saint-Marin, disputé sur le circuit d'Imola, devait être pour Ayrton Senna l'occasion de redresser une saison qui avait mal commencé. Triple champion du monde, idole absolue au Brésil et légende vivante du sport automobile, il venait de quitter McLaren pour rejoindre Williams, convaincu que cette écurie lui donnerait la meilleure voiture pour continuer à dominer. Mais rien ne se déroula comme prévu. La FIA avait interdit, dès cette année-là, les aides électroniques au pilotage, rendant les monoplaces plus instables, plus imprévisibles. Le Williams FWZ, la nouvelle arme de Senna, s'avérait particulièrement capricieux. Le pilote brésilien ne cessait de se plaindre. La voiture vibrait, glissait, manquait de stabilité dans les virages rapides. À son équipe, il confiait que quelque chose n'allait pas, que le châssis semblait impossible à contrôler. Et pourtant, fidèle à sa réputation d'homme invincible, Senna s'élança ce dimanche. Dans son cockpit, il avait glissé un drapeau autrichien. Son intention était claire, si jamais il gagnait, il le brandirait en hommage à Roland Ratzenberger, le pilote autrichien, mort la veille lors des qualifications. Le décès de Ratzenberger avait bouleversé tout le paddock. Senna lui-même, d'ordinaire si concentré, était apparu abattu, presque hanté. Le matin de la course, le médecin de la Fun, Sid Watkins, tenta de le convaincre d'arrêter. « Tu es triple champion du monde, tu es le plus rapide de tous », lui dit-il. « Pourquoi ne pas arrêter là et aller pêcher ensemble ?» Senna, avec un regard grave, répondit « Il y a des choses que nous ne contrôlons pas, je ne peux pas arrêter, je dois continuer. » Ces paroles résonnent aujourd'hui comme une prophétie. Au 7 tours, alors qu'il menait la course, Senna abordait la courbe de Tamburello, l'un des virages les plus rapides du circuit. Les données télémétriques
montrent qu'il entra à 309 km par heure. Soudain, sa voiture dévia légèrement de la trajectoire idéale. Senna tenta désespérément de ralentir, mais rien n'y fit. À 211 km par heure, la Williams percuta violemment un mur de béton non protégé. L'impact fut apocalyptique. La suspension avant se brisa, une pièce métallique transperça le casque de Senna et le frappa à la tête. Les secours se précipitèrent, Sid Watkins fut l'un des premiers sur place. Nous l'avons sorti du cockpit, enlevé son casque, posé un tube respiratoire, racontera-t-il plus tard. Mais dès ses réactions neurologiques, j'ai su que c'était une blessure mortelle. Watkins se souvient d'un détail glaçant. À un moment, Senna poussa un long soupir, son corps se détendit. J'ai pensé. Son âme vient de nous quitter. Quelques heures plus tard, la nouvelle fut officielle. Ayrton Senna était mort. Le Brésil plongea dans un deuil national de 3 jours. Plus de 3 millions de personnes descendirent dans les rues de São Paulo pour accompagner son cercueil, transporté sur un camion de pompiers. Alain Prost, son grand rival de toujours, fut l'un des porteurs. Des larmes coulaient sur son visage, alors qu'il portait l'homme qui avait été son adversaire le plus féroce et, paradoxalement, son miroir. Dans la voiture accidentée, les commissaires retrouvèrent le drapeau autrichien. Senna n'eut jamais l'occasion de l'agiter. Les enquêtes conclurent plus tard à une rupture de la colonne de direction, mal soudée et fragilisée. Mais le débat n'a jamais cessé. Était-ce un défaut mécanique, un problème de design ou simplement le destin? Quoi qu'il en soit, ce drame fut un tournant. La mort de Senna, à 34 ans, bouleversa la Formule 1. Dès la course suivante, des mesures d'urgence furent mises en place. Révision des tracés, renforcement des protections de cockpit, réglementation des casques et introduction du système HANS. Ce fut le début d'une ère nouvelle, où la sécurité prit enfin une place centrale. Aujourd'hui encore, 30 ans plus tard, Ayrton Senna reste pour beaucoup le plus grand pilote de tous les temps. Son style flamboyant, son intensité presque mystique, sa quête absolue de perfection, tout cela a fait de lui bien plus qu'un champion. Sa mort tragique, en direct devant des millions de spectateurs, a transformé sa légende en mythe. Ayrton Senna n'a pas seulement marqué son époque, il a changé la Formule 1 pour toujours. Tom Pryce, né le 11 juin 1949 à Ruthin, au pays de Galles, était un pilote discret, presque timide, mais doté d'un talent brut qui le destinait au sommet de la Formule 1. Son parcours différait radicalement de celui de nombreux contemporains. Là où d'autres bénéficiaient de familles fortunées ou de sponsors puissants, lui commença comme simple mécanicien de tracteur. Pourtant, son instinct derrière un volant le fit rapidement remarquer dans les compétitions locales. À force de persévérance, il gravit les échelons du sport automobile britannique jusqu'à atteindre, en 1974, le Graal, la Formule 1. 2 ans plus tard, en 1975, il réalisa l'un de ses plus grands exploits en remportant le prestigieux Race of Champions à Brands Hatch, une épreuve hors championnat où il battit les meilleurs pilotes du monde. Sa maîtrise sous la pluie impressionna particulièrement. Il semblait pouvoir dompter l'impossible, ce qui lui valut le surnom de « magicien de la pluie ». Beaucoup le voyaient déjà comme un futur champion du monde. Le 5 mars 1977, Tom Pryce prit le départ du Grand Prix d'Afrique du Sud à Kyalami. Âgé de 27 ans, il était au sommet de sa carrière, animé par l'ambition de se rapprocher enfin de la victoire. Lors des essais, sous une pluie battante, il signa le meilleur temps, battant même le champion du monde en titre, Niki Lauda. Le week-end s'annonçait prometteur, mais le destin en décida autrement. Au 21 tours, un drame inimaginable se produisit. Son coéquipier Renzo Zorzi dut s'arrêter sur la ligne droite des stands, sa voiture en flammes. 2 jeunes commissaires de piste, armés d'extincteurs, traversèrent alors la piste pour tenter d'éteindre l'incendie. Le premier parvint à atteindre l'autre côté sain et sauf. Le second, Fredrik Jensen van Vuren, âgé seulement de 19 ans, s'élança au mauvais moment. À cet instant précis, Tom Pryce arrivait à pleine vitesse, environ 273 km par heure, concentré sur la course. Il n'eut aucune chance de réagir. La collision fut instantanée et épouvantable. Le jeune commissaire fut tué sur le coup, projeté avec une violence indescriptible. Mais l'extincteur qu'il portait percuta de plein fouet le casque de Pryce, provoquant des blessures mortelles immédiates. Le Gallois mourut sur le coup, sans même avoir pu comprendre ce qui venait de se passer. Sa voiture, désormais incontrôlable,
continua sa course folle, heurtant la Ligier de Jacques Lafitte avant de s'immobiliser enfin, réduite à une carcasse méconnaissable. Les spectateurs, les équipes et les pilotes furent tétanisés. En quelques secondes, 2 vies venaient d'être fauchées dans un accident aussi absurde que terrible. Pour beaucoup, la mort de Tom Pryce fut d'autant plus cruelle qu'elle survint au moment où il semblait prêt à franchir un cap décisif. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Colin Chapman, patron de Lotus, envisageait de l'engager. Une telle opportunité aurait pu l'emmener directement dans la lutte pour le titre mondial. Mais ce futur fut brutalement effacé. Au pays de Galles, sa disparition plongea la petite ville de Rutin dans le deuil. Les habitants se souvenaient d'un garçon humble, fidèle à ses origines malgré sa réussite. Pour eux, il resta à jamais un héros local, un symbole de courage et de travail acharné. Au-delà de la douleur, ce drame souleva des questions brûlantes. Pourquoi des commissaires, si jeunes et peu expérimentés, avaient-ils été envoyés traverser la piste en pleine course? Pourquoi les procédures de sécurité n'étaient-elles pas plus strictes? L'accident de Kyalami mit en lumière les risques encourus non seulement par les pilotes, mais aussi par les volontaires chargés d'assurer la sécurité. À la suite de cette tragédie, la Formule 1 dut revoir ses règles, formation plus stricte des commissaires, protocole renforcé pour les interventions sur piste, gestion plus rigoureuse des incendies. Le sacrifice de Tom Pryce et de Frederick Jansen van Vuren ne fut pas vain. Il permit d'éviter que de tels drames ne se reproduisent dans le futur. Aujourd'hui encore, des décennies après, le nom de Tom Pryce évoque l'image d'un talent immense brisé trop tôt. À 27 ans, il laissait derrière lui la promesse inachevée d'un champion. Mais son histoire rappelle une vérité immuable. En Formule 1, le destin peut frapper à tout instant, transformant l'ambition en tragédie. Roland Ratzenberger, né le 4 juillet 1960 à Salzbourg, en Autriche, n'était pas un prodige du sport automobile, ni un jeune talent propulsé par l'argent d'une famille aisée. Son parcours fut celui d'un battant, d'un homme qui a dû se battre à chaque étape pour réaliser son rêve, devenir pilote de Formule 1. Dès son enfance, Roland fut attiré par la mécanique et la vitesse. Mais contrairement à beaucoup d'autres, il ne bénéficia ni d'un soutien financier solide, ni d'un réseau familial dans le milieu. Déterminé, il choisit les chemins détournés. En 1986, il remporta le prestigieux Formula Ford Festival à Brands Hatch, une compétition qui avait lancé de nombreux futurs champions. Pourtant, malgré ce succès, la route vers la fin restait semée d'embûches. Pour continuer à courir, Ratzenberger décida de partir au Japon où il participa à différentes séries, Formule 3000, courses de tourisme et même les 24 heures du Mans. Là-bas, il gagna une réputation de pilote sérieux, travailleur acharné, capable de tirer le maximum de voitures souvent modestes. On raconte qu'il assumait parfois 3 rôles à la fois, pilote, mécanicien et manager, pour financer ses saisons. Ce n'est qu'en 1994, grâce au soutien financier de la femme d'affaires Barbara Bello, qu'il put enfin décrocher un volant en Formule 1 avec la nouvelle écurie Simtech. À 33 ans, Roland réalisait son rêve, même si beaucoup le considéraient déjà comme un vieux débutant. Son premier Grand Prix au Brésil fut décevant. Il échoua à se qualifier, mais dès la deuxième manche, à Aida au Japon, il réussit à prendre le départ et termina à une honorable 11e place, un exploit pour une petite équipe comme Simtech. En arrivant à Imola pour le Grand Prix de Saint-Marin, il était déterminé à confirmer. Le samedi 30 avril 1994, Roland s'élança pour les qualifications. Ses temps s'amélioraient, il sentait la voiture mieux répondre. Mais lors d'un passage précédent sur un vibreur, son aileron avant avait été endommagé. Roland ne s'en rendit pas compte et continua. En approchant la courbe Villeneuve, à 314 km/h, l'aileron céda brutalement, se coinça sous les roues avant et rendit la voiture totalement incontrôlable. L'impact fut d'une violence extrême. Son Simtech s'écrasa contre le mur en béton avec une force estimée à plus de 500 grammes. Les blessures furent instantanément mortelles. Fracture de la base du crâne, rupture de l'aorte et multiples traumatismes internes. Son coéquipier David Brabham, en passant à proximité, comprit immédiatement, à la position inerte de sa tête, qu'il n'y avait plus d'espoir. Dans le paddock, c'était la stupeur. Depuis 12 ans, aucun pilote n'était mort durant un week-end de Grand Prix. Beaucoup restèrent silencieux, incapables de réaliser. Ayrton Senna, profondément bouleversé, alla jusqu'à emprunter un drapeau autrichien qu'il comptait brandir le lendemain en hommage à Roland. Le destin voulut qu'il n'en ait jamais l'occasion. Pour Simtech, petite écurie toute jeune,
Ce fut une tragédie insoutenable. Nick Wirth, fondateur et ingénieur en chef, racontera plus tard: « Je n'oublierai jamais l'image de Roland, allongé dans l'herbe, les tentatives désespérées de réanimation. Mon corps a lâché, j'ai failli perdre connaissance. » Bien que l'enquête ait finalement conclu à un accident imprévisible, l'ombre de la culpabilité plana longtemps sur l'équipe. Les funérailles de Roland à Salzbourg furent modestes, environ 250 personnes vinrent lui rendre hommage. Un contraste saisissant avec les millions de Brésiliens qui, 3 jours plus tard, pleurèrent Senna. Cette différence illustra la dure réalité de la Formule 1. Certains deviennent des légendes, d'autres disparaissent presque dans l'oubli. Mais la mort de Roland Ratzenberger n'a pas été vaine. Avec celle de Senna, dès le lendemain, elle provoqua une révolution en matière de sécurité. Structure anti-crash renforcée, cockpit plus résistant, nouvelles normes techniques strictes. Sa disparition devint un catalyseur de changement indispensable. 20 ans plus tard, ses parents revinrent pour la première fois à Imola. Son père, Rudolf, déclara avec émotion: « Nous sommes simplement heureux qu'il ait pu réaliser son rêve. Être pilote de Formule 1, c'était tout ce qu'il voulait. » Roland Ratzenberger avait 33 ans. Son nom est resté dans l'ombre de Senna, mais son histoire rappelle une vérité fondamentale. En Formule 1, chaque pilote, star adulé ou outsidé inconnu, prend le même risque. Et parfois, un seul instant suffit pour tout briser. Gilles Villeneuve, né le 18 janvier 1950 à Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec, est l'un des pilotes les plus aimés de toute l'histoire de la Formule 1. Pour les tifosi de Ferrari, il était plus qu'un simple coureur. Il incarnait l'esprit de la Scuderia, le courage à l'état pur, l'homme prêt à risquer l'impossible pour arracher une victoire. Son parcours vers la fin fut atypique. Avant de s'illustrer sur les circuits internationaux, Gilles commença sa carrière sur des motoneiges dans le froid canadien. Ces compétitions, brutales et dangereuses, lui forgèrent une réputation d'homme intrépide, capable de garder le contrôle dans les conditions les plus extrêmes. James Hunt, champion du monde 1966, impressionné par son talent, le recommanda à McLaren. Puis, en 1977, Enzo Ferrari lui offrit un volant. Ferrari disait voir en lui la même flamme que dans son fils Dino, mort prématurément. Pour Enzo, Gilles devint presque un fils spirituel. Très vite, Villeneuve se fit un nom grâce à son style spectaculaire. Il n'hésitait jamais à pousser sa voiture au-delà de ses limites, quitte à revenir au stand sur 3 roues ou à se battre roue contre roue jusqu'à l'impossible. Son duel légendaire contre René Arnoux lors du Grand Prix de France 1979 est encore considéré comme l'un des plus beaux combats de l'histoire de la F1. Mais ce tempérament fougueux lui valut aussi des tensions. 2 semaines avant Zolder, au Grand Prix de Saint-Marin à Imola, un épisode marqua profondément Gilles. Son coéquipier Didier Pironi ignora un accord tacite entre les deux hommes, respecter la position acquise pour offrir la victoire à Villeneuve. Mais Pironi le doubla dans les derniers tours, lui volant la gloire. Gilles se sentit trahi, humilié. La colère bouillait en lui. À Zolder, il n'avait qu'une idée en tête: battre Pironi à tout prix. Le samedi 8 mai 1982, lors des qualifications, Villeneuve se lança dans un dernier tour rapide, bien que ses pneus soient déjà usés. Ferrari lui fit signe de rentrer, mais il ignora l'ordre. Obsédé par le chrono de Pironi, il poussa sa voiture au maximum. À l'approche de la courbe rapide Terlamenbocht, il rattrapa la marche de Jochen Mass, qui roulait plus lentement. Mass, voyant la Ferrari approcher, se déporta vers la droite pour laisser passer. Mais dans une terrible méprise, Villeneuve choisit lui aussi la droite pour doubler. À 225 km/h, les deux voitures se touchèrent. L'impact fut dramatique. La Ferrari de Villeneuve s'envola dans les airs, se désintégra en une pluie de débris. Gilles, encore sanglé à son siège, fut éjecté de la voiture et projeté contre le grillage. Les blessures au cou furent fatales. Didier Pironi, arrivé peu après sur les lieux, fut submergé par l'émotion. Il savait que la rivalité, commencée à Imola, venait de se transformer en tragédie. La nouvelle de la mort de Villeneuve bouleversa le monde de la Formule 1. Enzo Ferrari, qui avait déjà perdu tant de pilotes sous ses couleurs, fut brisé par la disparition de celui qu'il considérait comme son héritier spirituel. En signe de deuil, Ferrari retira ses voitures du Grand Prix de Belgique. Pour les fans, Gilles Villeneuve ne fut pas simplement un pilote.
il fut un guerrier. Un homme qui courait chaque tour comme si c'était le dernier, un homme qui refusait la prudence, préférant la passion brute. Son décès, à seulement 32 ans, marqua la fin d'une ère où les pilotes étaient célébrés comme des chevaliers modernes, prêts à tout pour l'honneur. Ironie du sort, Didier Pironi, celui avec qui le drame d'Imola avait commencé, fut lui-même victime quelques mois plus tard d'un terrible accident à Hockenheim qui mit fin à sa carrière. 5 ans plus tard, il trouva la mort lors d'une course de bateau, comme si l'ombre de Zolder l'avait poursuivi jusqu'au bout. L'héritage de Gilles Villeneuve, lui, ne s'est jamais éteint. En 1997, son fils Jacques réalisa le rêve inaccompli de son père en devenant champion du monde de Formule 1. Mais pour les passionnés, il n'y aura jamais un autre Gilles. Sa fougue, son courage et son refus de céder à la peur font de lui une légende intemporelle. Jochen Rindt, né le 18 avril 1942 à Mayence, en Allemagne, vécut une enfance marquée par la tragédie. Orphelin dès ses premières années, ses parents ayant été tués lors d'un bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut élevé par ses grands-parents à Graz, en Autriche. Ce contexte forgea un caractère rebelle, insoumis et une soif de vitesse qui allait définir toute sa vie. Adolescent, Rindt était connu pour ses escapades risquées en voiture dans les rues de Graz. Son comportement lui valut plusieurs démêlés avec la police et ses grands-parents désespéraient de son indiscipline. Mais derrière cette rébellion se cachait un talent naturel hors norme. En 1964, avec ses propres moyens, il acheta une monoplace Brabham de Formule 2 et, dès sa deuxième course, il surprit le monde en battant la légende Graham Hill. C'était le début d'une ascension fulgurante. L'année suivante, il décrocha un volant en Formule 1 chez Cooper et participa également aux 24 heures du Mans qu'il remporta en 1965 avec Ferrari. Son style agressif, spectaculaire, souvent ponctué de dérapages contrôlés dans les virages, séduisit les fans comme les photographes. En 1969, Colin Chapman l'engagea chez Lotus, mais la relation fut complexe. Rindt critiquait ouvertement la fragilité et le manque de fiabilité des voitures Lotus. Pourtant, leur rapidité était indéniable. En 1970, au volant de la nouvelle Lotus 72, Rindt enchaîna 4 victoires consécutives et prit une avance considérable au championnat. À seulement 28 ans, il semblait destiné à devenir champion du monde. Le 5 septembre 1970, lors des essais du Grand Prix d'Italie à Monza, Rindt pilotait une Lotus 72 dépourvue d'aileron, un choix technique risqué visant à augmenter la vitesse de pointe. Son coéquipier, John Miles, avait refusé de rouler dans cette configuration, jugeant la voiture trop instable. Mais Rindt, déterminé à sécuriser son titre, prit le volant. En freinant pour aborder la célèbre Parabolica, à environ 240 km/h, la catastrophe survint. L'arbre de transmission avant droit céda, fragilisé par un défaut de fabrication. La voiture tira brutalement vers la gauche et heurta de plein fouet une barrière mal fixée. La Lotus s'encastra sous la glissière, arrachant l'avant du châssis. Rindt, qui refusait de porter son harnais complet, une pratique encore répandue à l'époque pour faciliter une évacuation rapide en cas d'incendie, glissa vers l'avant dans le cockpit. La sangle mal ajustée sectionna sa gorge et son thorax. Ce qui aurait pu être un accident survivable devint fatal. Bernie Ecclestone, alors son manager et proche ami, fut l'un des premiers sur les lieux. Il se rappela plus tard la vision glaçante du casque détruit et d'une chaussure solitaire projetée hors des débris. Pour lui, ce fut un choc si violent qu'il envisagea de quitter définitivement la Formule 1. La mort de Rindt plongea le monde du sport automobile dans la consternation. Sa femme, Nina, un mannequin finlandais, se retrouva veuve à 28 ans avec leur fille Natasha, encore en bas âge. Mais la saison continua et malgré son absence, aucun autre pilote ne parvint à dépasser son total de points. Le 18 novembre 1970, Jochen Rindt fut sacré champion du monde de Formule 1, le seul pilote à recevoir ce titre à titre posthume. Jackie Stewart remit le trophée à Nina Rindt, un moment à la fois historique et déchirant. Cet accident révéla les nombreuses failles de sécurité de l'époque. Pièces fragiles, glissières mal montées, ceintures mal utilisées. Dans les années qui suivirent, la Formule 1 dut entamer une transformation progressive, plaçant la sécurité au centre des préoccupations. Aujourd'hui encore, Jochen Rindt reste dans la mémoire collective comme un champion inachevé, un prodige dont le destin fut brutalement interrompu.
Pour l'Autriche, il incarna la fierté nationale, ouvrant la voie à des pilotes comme Niki Lauda. Mais surtout, son histoire rappelle l'extrême fragilité de la gloire en Formule 1. En un instant, un rêve peut se transformer en tragédie. Die Geschichte der Formel 1 ist eine Chronik des menschlichen Ehrgeizes, des Ruhms und der Geschwindigkeit, aber auch eine Chronik der Tragödien. Hinter den jubelnden Fans, den Champagnerduschen und den schwarz-weiß karierten Flaggen verbirgt sich eine dunkle Seite, in der jede Runde, jede Kurve, jedes technische Detail über Leben und Tod entscheiden kann. Die 5 Schicksale, die wir hier betrachtet haben, Ayrton Senna, Tom Pryce, Roland Ratzenberger, Gilles Villeneuve und Jochen Rindt, stehen exemplarisch für diese gefährliche Gratwanderung. Sie alle waren Ausnahmetalente, Männer, die bereit waren, ihr Leben für Geschwindigkeit und Ruhm zu riskieren. Doch am Ende zeigte sich, dass auch die Größten der Größten den unbarmherzigen Gesetzen des Motorsports unterliegen. Ayrton Senna, der brasilianische Nationalheld, starb live vor Millionen von Zuschauern und sein Tod veränderte die Formel-1-Fahrer für immer. Tom Pryce, das stille Talent aus Wales, wurde durch einen absurden Zufall aus dem Leben gerissen, kurz bevor er den Durchbruch schaffen konnte. Roland Ratzenberger, der ewige Kämpfer, erfüllte sich endlich seinen Traum, nur um ihn nach wenigen Rennen wieder zu verlieren. Gilles Villeneuve, die Verkörperung von Leidenschaft und Mut, bezahlte den Preis für seine Rastlosigkeit und seine Unversöhnlichkeit. Und Jochen Rindt, der Rebell aus Graz, wurde als einziger Fahrer posthum Weltmeister, ein Titel, der so glanzvoll wie tragisch bleibt. Jeder dieser Namen erzählt eine andere Geschichte, aber alle zusammen erinnern an die gleiche Wahrheit. Formel 1 ist nicht nur ein Sport. Sie ist ein Spiel mit den Grenzen der Technik, des Mutes und des Schicksals. In keinem anderen Bereich des Sports liegen Triumph und Katastrophe so nah beieinander. Doch so grausam diese Verluste waren, so haben sie die Formel 1 auch geprägt. Nach jedem Unfall wurden Regeln überarbeitet, Sicherheitsstandards erhöht, neue Technologien eingeführt. Der Tod von Senna und Ratzenberger führte zu einer Revolution der Sicherheit. Der Unfall von Rindt offenbarte die Schwächen der Technik. Die Katastrophen von Villeneuve und Pryce zeigten, wie wichtig klare Regeln für Fahrer und Streckenposten sind. Aus ihrem Leid wuchs eine neue Generation von Verbesserungen, die das Leben anderer Fahrer retten sollte. Heute gilt die Formel 1 als so sicher wie nie zuvor. Halo-Systeme, Hans-Vorrichtungen, Crash-Tests und ausgeklügelte Streckendesigns sorgen dafür, dass selbst schwerste Unfälle oft ohne Todesfolge bleiben. Doch dieser Fortschritt wurde mit Blut erkauft, mit dem Blut jener, die auf der Strecke ihr Leben verloren haben. Am Ende bleibt ein Gefühl von Bewunderung und Melancholie. Bewunderung für Männer, die Grenzen überschritten, die Träume verfolgten, koste es, was es wolle. Und Melancholie, weil ihr Mut sie nicht unsterblich machte, sondern sie in einem Augenblick an die Grausamkeit des Schicksals auslieferte. Die Formel 1 hat gelernt, sich weiterentwickelt und sich neu erfunden. Doch die Namen Senna, Pryce, Ratzenberger, Villeneuve und Rindt werden niemals vergessen. Sie sind die Mahnung, dass Geschwindigkeit nicht nur berauscht, sondern auch zerstört. Und sie sind die Erinnerung daran, dass hinter jedem Helm, jedem Visier, jedem Boliden ein Mensch steckt, verletzlich, sterblich und doch bereit, für einen Traum alles zu geben.